Vous connaissez Usain Bolt et Mo Farah? Ce sont tous les deux des athlètes de niveau dont le physique est très différent. Cela s'explique par les effets de l'entraînement et la plasticité musculaire. Regardez ces photos. Quelle différence observez-vous? La plus flagrante, c'est la différence d'hypertrophie musculaire, ou plus simplement le diamètre des muscles. Cela s'explique par des types d'entraînement différents. L'un est sprinter, l'autre coureur de fond. On distingue alors deux types d'entraînement en fonction du nombre de contractions et de leur intensité. On retrouve l'entraînement en force et l'entraînement en endurance. Rappelons tout d'abord une chose. Les muscles de l'homme sont dits mixtes, c'est-à-dire que l'on va retrouver dans une proportion différente des fibres de type 1 lentes et des fibres de type 2A et 2B rapides. Il faut aussi savoir que le muscle a une plasticité, c'est-à-dire que l'ensemble du tissu est renouvelé en 2 semaines. Ce renouvellement permet aux muscles d'adapter les proportions de ces fibres en fonction du type d'entraînement. Entrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par l'entraînement en endurance. Il se caractérise par un nombre élevé de cycles contraction-relâchement, mais avec une charge faible. La première modification de l'entraînement en endurance est une modification typologique. Chez une personne sédentaire, nous retrouvons une proportion identique de fibres de type 1 lentes que de fibres de type 2 rapides. Chez une personne entraînée en endurance, nous retrouvons une proportion plus importante de fibres de type 1 lentes que de fibres de type 2 rapides. L'entraînement en endurance permet de passer progressivement de fibres rapides et fatigables en fibres moins rapides mais moins fatigables. Ce phénomène est dû à une modification de la MHC, c'est-à-dire une modification de la chaîne lourde de myosine. On retrouve donc de plus une augmentation de la vitesse de contraction des fibres de type 1 qui est liée cette fois à la MLC, c'est-à-dire la chaîne légère du myosine. On garde donc un mécanisme oxydatif tout en augmentant la vitesse de contraction et donc de relâchement, ce qui ménage un temps de repos entre chaque contraction. Le sportif gagne alors en endurance. Le changement de typologie est lié à la synthèse de fibres de type 1 qui se fait par l'intermédiaire du mécanisme calcineurin-NFAT. Puisque le nombre de fibres de type 1 augmente et qu'elles sont plus efficaces, il est normal que les capacités aérobie soient améliorées par l'entraînement en endurance. Passons maintenant aux modifications métaboliques qui sont prépondérantes. L'entraînement en endurance est véritablement l'ami des mitochondries. Il engendre une biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire que les mitochondries vont augmenter à la fois en nombre et en volume, et leur fonctionnement va être amélioré, c'est-à-dire qu'elles vont produire plus d'ATP tout en produisant moins de radicaux libres qui eux sont néfastes. Ce phénomène est donc très intéressant, notamment dans le traitement des maladies cardiométaboliques comme le diabète ou l'obésité. Les mitochondries sont donc plus nombreuses et plus efficaces. Une autre modification métabolique, c'est l'augmentation de la sensibilité à l'insuline qui permet de préserver le stock de glycogène musculaire en captant préférentiellement du glucose extracellulaire. Enfin, l'entraînement en endurance stimule l'angiogenèse, c'est-à-dire la création de nouveaux capillaires au niveau des muscles, ce qui permet d'améliorer l'apport en dioxygène. Donc pour résumer, on a un meilleur apport des substrats grâce à l'angiogenèse, un meilleur captage de ces substrats grâce à l'augmentation de la sensibilité à l'insuline et une meilleure utilisation de ces substrats grâce à la biogénèse mitochondriale. Donc l'entraînement en endurance améliore les capacités aérobies. La biogénèse mitochondriale et l'angiogénèse passent par des protéosynthèses dont l'activation se fait par 3 types de stimuli. L'ensemble de ces éléments convergent vers un seul et unique facteur, le PGC1-alpha. La première est la voie des PPRA alpha et gamma qui intervient dans le métabolisme des lipides. L'augmentation de la production de radicaux libres pendant l'effort entraîne une augmentation du stress oxydant, ce qui active la voie de la P38-MAPK. D'autre part, l'entraînement en endurance engendre une diminution de la concentration en dioxygène, entraînant une hypoxie locale au niveau du muscle actif. Ceci active la voie HIF1-alpha. Pour finir, l'effort entraîne une diminution du rapport ATP sur AMP qui aboutit à une activation de la voie de signalisation, celle de l'AMP kinase. Tous ces éléments convergent ensuite vers un même facteur de transcription, PGC1-alpha, qui va engendrer de manière directe une augmentation de la densité capillaire et de manière indirecte par effet rebond, une augmentation de la densité mitochondriale. PGC1-alpha est le big boss de l'entraînement en endurance.
Ici, une chose est fondamentale. Dans l'entraînement en endurance, le PGC1 alpha est un facteur de transcription, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la quantité d'ARN messager à partir de l'ADN. Comme nous nous trouvons avec plus d'ARN messager, on a plus de protéines. C'est différent de ce qui se passe dans l'entraînement en force où c'est la traduction qui est modifiée. C'est-à-dire qu'à partir d'une même quantité d'ARN messager, on augmente la quantité de protéines. Il est primordial de souligner l'importance de la récupération. L'exercice entraîne un stress sur les cellules musculaires qui vont réagir suite à un entraînement par une surcompensation. La cellule enclenche des processus de réparation mais ne les ramène pas à l'identique, elle les améliore. Passons à notre ami Usain Bolt et à l'entraînement en force. L'entraînement en force est caractérisé par un nombre de répétitions faible mais avec une intensité importante. Deux paramètres vont principalement être modifiés dans l'entraînement en force. Premièrement, le recrutement des fibres par la commande nerveuse est amélioré. Mais nous ne parlerons pas de ce point puisqu'il est abordé dans le cours de Madame Medjes. Puis, la surface de section transversale du muscle est augmentée, c'est-à-dire qu'il y a une hypertrophie musculaire. L'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire l'augmentation du diamètre de chacune des fibres, se passe uniquement au niveau des muscles actifs pendant l'entraînement en force. Il ne faut pas confondre cette hypertrophie musculaire avec l'hyperplasie, qui elle correspond à une augmentation du nombre de fibres musculaires. L'hypertrophie est d'autant plus marquée chez les personnes initialement sédentaires, car l'hypertrophie a déjà eu lieu chez les personnes entraînées. L'hypertrophie musculaire est plus sensible au régime de contraction excentrique car il produit plus de force. L'hypertrophie a aussi lieu préférentiellement sur les fibres de type 2 que sur les fibres de type 1. L'entraînement en force engendre une augmentation de la protéosynthèse. Cependant, celle-ci ne survient que si l'intensité de l'exercice est supérieure à 60% de la répétition maximale. La répétition maximale, dite RM, est la force maximale que l'on peut soulever une seule fois avant épuisement. En réalité, 60% de la RM correspond au seuil de recrutement des fibres de type 2. On peut reproduire cette situation en diminuant la perfusion du muscle. Les fibres de type 1 ne seront pas recrutées car elles nécessitent l'apport en dioxygène par le sang. En revanche, les fibres de type 2, anaérobies, elles seront recrutées, ce qui va permettre de s'entraîner en force sans avoir à atteindre les 60% de la répétition maximale. En gros, l'hypertrophie musculaire ne se fait que lorsque les fibres de type 2 travaillent. De plus, l'entraînement en force entraîne des petites lésions sur les fibres musculaires. Les cellules satellites vont alors s'activer pour aller fusionner avec les fibres musculaires et réparer ces lésions. L'entraînement en force augmente à la fois le nombre, la différenciation et l'activité des cellules satellites. C'est ce qui permet l'hypertrophie musculaire. La preuve, si on irradie les cellules satellites chez l'animal, on empêche l'hypertrophie musculaire. Dans l'entraînement en force, à la différence de l'entraînement en endurance, c'est la traduction qui est améliorée, c'est-à-dire que l'on va fabriquer plus de protéines à partir de la même quantité d'ARN messager. Plusieurs molécules interviennent dans l'entraînement en force. Cette fois, la molécule principale est mTOR. Une des voies d'activation de mTOR est IGF-1. Chez une souris transgénique qui surexprime le gène IGF-1, il va y avoir une hypertrophie musculaire sans effort. Physiologiquement, la quantité d'IGF-1 est augmentée pendant l'effort. IGF-1 va aller se fixer sur son récepteur, IRS1, ce qui va activer la voie de la PI3 kinase. Il va alors y avoir une phosphorylation d'AKT1 et AKT1 va ensuite activer mTOR. Mais par quoi est-ce que IGF-1 est activé ? Dans un muscle qui travaille en force, on retrouve une quantité importante d'intégrine. Cela montre que la contrainte mécanique appliquée sur le muscle est intense. Il pourrait s'agir d'un des éléments qui participent à l'activation de mTOR. Le stress métabolique semble aussi avoir une influence sur les effets de l'entraînement en force. Quand une séance d'entraînement est faite sans récupération, la concentration en lactate augmente plus que lorsqu'elle est faite avec une pause. On a une fatigue qui est plus importante lorsque la séance est faite en un seul bloc. De plus, l'hypertrophie musculaire et la force de contraction sont augmentées chez un sportif qui ne fait pas de pause pendant ses séances. Moins tu fais de pauses et donc plus tu progresses. Mais alors, quel type d'entraînement choisir ? Endurance ? Force ? Tout dépend des effets qu'on attend, mais il existe une possibilité de combiner les effets des deux types d'entraînement. C'est l'entraînement concurrent. C'est un entraînement qui combine force
et endurance. De nombreuses études ont été réalisées pour savoir si les effets de l'entraînement en force empêchaient les adaptations de l'endurance. Une méta-analyse a conclu qu'on ne modifie pas réellement les adaptations de chacun des entraînements. Les entraînements concurrents augmentent à la fois la VO2 max, l'hypertrophie musculaire et la force. Il y a une seule exception, la puissance, elle, semble limitée. Finalement, à moins de vouloir réaliser un exercice où la puissance est primordiale, combiner les deux types d'entraînement serait favorable. C'est d'ailleurs ce sur quoi se basent la plupart des programmes de réadaptation à l'effort.